chez moi, il y avait l'interview bio, d'où les gens venaient, ensuite l'interview promo, parce qu'ils étaient là pour vendre quelque chose, et ensuite il y avait... Thierry Ardisson n'est plus. Et c'est comme si une lumière noire s'était éteinte dans le ciel déjà trop pâle de la télévision française. Ce n'était pas seulement un animateur qui disparaissait, c'était une fracture intime dans le miroir cathodique de notre mémoire collective. Car Ardisson n'animait pas, il incarnait. Il n'occupait pas l'écran, il le hantait. Il entrait dans nos salons avec ce regard perçant, ce ton à la fois distant et brûlant, et il nous forçait à regarder autrement. C'est fou comme certains hommes, en s'éclipsant, dévoilent soudain le vide qu'ils occupaient, en silence. Pas un vide de surface, mais un vertige de profondeur. Il faisait partie du décor, oui, mais d'un décor mouvant, dérangeant, presque vivant. Il était ce grain de sable dans les rouages trop bien huilés de la télévision aseptisée. Il n'était pas là pour divertir, il était là pour déranger les conforts, secouer les certitudes, exposer les incohérences. Je me souviens de ces questions soi-disant idiotes. Mais qui était idiote, vraiment? Ce n'étaient pas les questions d'un provocateur gratuit, c'étaient les questions d'un homme qui creuse, qui gratte sous le vernis. Ardisson, c'était le type qui te regarde dans les yeux et qui, sans hausser le ton, sans s'exciter, te fait soudain sentir tout nu. C'est ce qui me fascinait chez lui. Il ne criait jamais plus fort que l'autre, il parlait plus juste. Et dans cette justesse, il y avait du risque. C'est cela qu'on a perdu. Pas seulement un animateur, mais le dernier artisan d'une télévision où l'on pouvait encore douter, où l'on pouvait encore chuter, trébucher, être sincère, même à l'antenne. On parle de ses débuts dans la publicité comme d'une simple étape. Mais non, ce fut un laboratoire. Il y forgeait déjà sa méthode, dire l'essentiel, vite, fort, avec style. 8 secondes pour inscrire une idée dans la mémoire collective. Qui fait encore ça aujourd'hui? Personne. Tout est lent, lourd, formaté. Lui, c'était le surgissement, le coup d'éclair. Et puis il a bifurqué, bien sûr, il est passé devant la caméra. Et là, il a inventé un genre à lui. Celui du dandy noir qui invite la France entière dans son salon pour la déshabiller, doucement mais sûrement. Ce n'était pas du talk-show, c'était de l'autopsie de l'âme, en direct. Je crois qu'on n'a jamais vraiment compris Ardisson. On l'a étiqueté provocateur, cynique, manipulateur parfois. Mais on a oublié de voir l'homme. Ce type hypersensible, férocement lucide, à la fois pudique et brutal. Quand il tendait un piège à un invité, ce n'était pas par cruauté. C'était pour voir ce qu'il restait une fois le masque tombé. Et souvent, ce qu'il restait, c'était de l'humanité. Une larme, un tremblement, une hésitation. Chez Ardisson, on n'apprenait pas à briller, on apprenait à exister. Il avait ses fidèles, oui, sa bande, des esprits libres, un peu fêlés, un peu brillants, jamais prévisibles. Il ne les choisissait pas pour faire joli, il les choisissait parce qu'ils avaient quelque chose à dire, et parce qu'il aimait les voix dissonantes. Ce n'est pas un hasard s'il a offert à tant d'artistes, d'écrivains, de marginaux, une tribune quand personne ne les écoutait. Ardisson, c'était un passeur, un de ces rares qui savaient n'écouter dans le vacarme. Je pense à lui aujourd'hui, pas comme à une icône figée, mais comme à une présence, celle qui manque dans ce grand théâtre de l'infodivertissement où plus rien ne dépasse. Il était le dernier des romantiques noirs, celui qui savait que la télévision n'est jamais plus forte que quand elle ose être vraie. Il a tenté jusqu'au bout. Même quand on se moquait de ses émissions, avec de l'intelligence artificielle, il persistait. Parce qu'il n'en avait rien à foutre des modes. Il cherchait. Toujours. Et moi, je respecte ça infiniment. Ce courage d'aller là où ça gêne. Ce besoin de comprendre, même quand ça dérange. Alors non, ce n'est pas juste un animateur qui s'en va. C'est une certaine idée de la parole, de l'écoute, de la liberté. C'est une flamme noire qu'on croyait éternelle, et qui vacille soudain. Mais elle laisse des braises. Et peut-être que, si l'on souffle doucement dessus, quelque chose peut renaître. Pas une copie, pas une imitation, mais une exigence, une urgence, de dire, de penser, de ressentir, comme lui. Thierry Ardisson n'est plus, et avec lui, c'est une vibration rare qui s'est éteinte. Pas juste une voix, ni un look reconnaissable entre mille. C'est une présence, une manière d'être au monde, d'être à l'écran, qui nous quitte. Et nous, ceux qui l'avons aimé, parfois détesté, mais toujours regardé, nous restons là, un peu orphelins, un peu émus. Parce qu'il y avait quelque chose de vivant, d'incontrôlable,
de fondamentalement humain dans chacune de ses apparitions. Ce n'était pas du spectacle, c'était du cœur brut. Même ses silences étaient éloquents. Même ses provocations étaient habitées. Je me rappelle encore la toute première fois que je l'ai vu à la télévision. C'était un soir froid, la maison était enveloppée de cette ambiance feutrée des dimanches en famille. Et là, soudain, cet homme en noir surgit à l'écran. Pas un mot de trop, pas un geste inutile. Et pourtant, toute la pièce se figeait. C'est étrange, comme certains êtres possèdent cette densité immédiate, cette force tranquille qui arrête le temps. Avec Ardisson, on ne zappait pas. On s'installait, on s'apprêtait à être surpris, dérangé, retourné. Ce qui me fascine avec le recul, c'est la complexité de l'homme, car il ne se laissait jamais enfermer dans une case. Il n'était ni tout à fait journaliste, ni tout à fait artiste, ni tout à fait provocateur. Il était tout cela à la fois, et bien plus encore. Il marchait en funambule sur la ligne fragile entre l'intelligence et l'instinct, entre la culture et l'impulsion, entre la lumière et l'ombre. Il avait cette capacité rare à faire coexister dans un même espace Brad Pitt et Balladur, Joey Starr et Michel Onfray, sans jamais les caricaturer. Chez lui, les étiquettes tombaient. Il ne recevait pas des personnages, il recevait des êtres humains. Et il les traitait comme tels, avec curiosité, avec exigence, et souvent avec une tendresse pudique qu'on n'attendait pas de lui. Ceux qui ont travaillé à ses côtés en parlent encore avec un mélange de respect et d'affection. Il était dur, oui. Il demandait beaucoup, mais jamais gratuitement, parce qu'il savait ce qu'il voulait, parce qu'il voulait que chaque émission ait une âme. Et cette âme, il la puisait dans la sincérité, dans l'inattendu, dans le courage. Ardisson n'avait pas peur, ni des silences, ni des ruptures, ni de l'inconfort. Il savait que c'est là, précisément, que naît la vérité. Et il allait la chercher coûte que coûte. Il avait cette loyauté rare, presque chevaleresque, envers ceux qui osaient avec lui. Il tendait le micro à ceux qu'on n'entendait nulle part ailleurs. Il croyait en la dissonance, en la beauté du chaos, en la noblesse du hors-cadre. Il m'est arrivé, au fil du temps, de croiser quelques membres de sa tribu. Notre tribu. Ce mot leur va bien. Ce n'était pas une équipe, c'était une meute, unie par l'exigence, par l'audace, par le goût du verbe et de la faille. Et tous me disaient la même chose. Ardisson était fidèle. Il ne vous lâchait pas en cours de route. Il vous poussait, il vous provoquait, mais toujours pour vous emmener plus loin. Et c'est sans doute ce que l'on ressentait aussi, nous, spectateurs. Qu'il n'y avait rien de gratuit dans ses excès. Qu'il y avait là un homme en quête. Une quête de sens, de profondeur, de beauté même, dans un univers souvent superficiel. Ces émissions n'étaient pas des émissions. C'était des cérémonies. On y entrait, comme dans un théâtre sans mur, un cabaret sans fin où l'on pouvait rire, pleurer, s'indigner, tomber amoureux d'une idée ou se heurter à une vérité brutale. Et lui, Thierry, au centre, en maître de cérémonie presque mystique, distribuait la parole comme on distribue des étincelles. Il connaissait le tempo du silence. Il savait que parfois, il suffit d'attendre, juste attendre. Et la vérité, souvent, tombait d'elle-même. Il ne brusquait pas. Il dévoilait. Comme on soulève un drap, lentement, pour ne pas froisser ce qu'il cache. Mais derrière le noir de ses costumes, il y avait autre chose. Quelque chose de tendre, quelque chose de profondément romantique. C'est peut-être ce qui me touche le plus aujourd'hui. Ce romantisme enfoui, masqué sous les lunettes fumées et les phrases qui claquent. Il avait en lui une douleur ancienne, un goût pour le tragique, une manière de croire encore aux fulgurances. Il ne le disait pas, mais on le sentait. À chaque fois qu'un invité racontait une blessure, un amour perdu, une peur intime, il baissait légèrement les yeux, et dans cette infime seconde de silence, il y avait un monde. Quand il a publié « L'homme en noir », ce n'était pas une autobiographie de plus, c'était un tombeau de papier. Une façon de saluer, une dernière fois, ceux qu'il avait aimés, combattus, interrogés. Il y convoquait ses ombres, ses absents, ses vertiges. Et ce livre, derrière son ironie apparente, suintait la tendresse. Il disait adieu, oui, mais avec panache, avec pudeur, avec cette classe désespérée qui le rendait unique. Il ne s'est jamais retiré sur la pointe des pieds. Il a choisi de partir comme il a vécu, dans la lumière sombre de ses paradoxes. Aujourd'hui, alors que tant de jeunes animateurs tentent, sans succès, de réinventer son ton, son regard, son rythme, je ne peux m'empêcher de sourire.
Non par mépris, mais par nostalgie. Parce que l'on ne copie pas Ardisson. On ne peut pas. Il était un accident heureux. Une anomalie splendide. Un homme qui ne cherchait pas à plaire, mais à percer. Un homme pour qui la télévision n'était pas une fin, mais un outil. Une arme douce. Une fenêtre ouverte sur l'intime. Et cette fenêtre, aujourd'hui, s'est refermée. Mais il nous reste les images, les phrases, les silences, et cette voix, quelque pan notre mémoire collective, qui continue de murmurer « Et vous, qui êtes-vous vraiment ?» C'est cela, je crois, l'héritage de Thierry Ardisson. Une question, simple, redoutable, et terriblement humaine. Il pouvait rire fort, sans retenue, puis s'effacer sans bruit, comme s'il n'avait jamais été là. Mais on le savait, on le sentait. Il restait toujours quelque chose dans l'air après son passage. Un écho, une vibration, une sorte d'intensité qui ne s'expliquait pas. On dit souvent que les gens de télévision sont faits de lumière. Lui, c'était une lumière noire, une lumière rare, pas de celle qui aveugle, de celle qui révèle, qui sculpte les contours de l'âme au lieu de les lisser. Thierry Ardisson ne cherchait pas à séduire, il cherchait à voir, à comprendre, à toucher du doigt la vérité nue, même quand elle faisait mal. Je lis aujourd'hui les hommages qui tombent comme une pluie tiède sur les réseaux. Chacun y va de son anecdote, de sa dernière fois avec lui, de sa formule culte. Mais moi, je préfère me souvenir d'un soir très précis, un soir de printemps. Un de ces soirs où tout semblait possible, sur le même plateau. Un jeune rappeur encore inconnu, mal à l'aise, casquette vissée sur la tête. Et en face, une vieille dame du théâtre classique, noble, droite, un peu méfiante. 2 planètes. 2 univers, et entre eux, Ardisson, calme, attentif, presque tendre. Il faisait le lien, il traduisait, il tendait la main à l'un, à l'autre, sans jamais juger. Et soudain, le miracle. Ils se sont parlé, vraiment parlé. Il avait créé une passerelle là où, quelques minutes plus tôt, il n'y avait qu'un fossé. C'est là, je crois, que résidait sa plus grande force, relier ce qui semblait irréconciliable. Faire se rencontrer les contraires, ouvrir les fenêtres dans des pièces sans air. Dans ce monde saturé de bruit, de buzz, de punchline sans lendemain, il avait fait un choix radical, celui de l'intensité. Il ne parlait pas pour parler, il ne posait pas une question pour faire joli. Il cherchait, il creusait. Et il savait, mieux que quiconque, que la vraie parole demande du temps. Que la confidence ne s'arrache pas, elle s'invite, elle se mérite. Alors il insistait. Il revenait. Il laissait le silence faire son travail. Il dérangeait parfois. Mais c'était toujours pour aller plus loin. Pas pour provoquer gratuitement, mais pour faire tomber les masques. Pour entendre enfin ce que personne n'osait dire. Et puis, il y avait Béatrice. Celle qui était là. Toujours. Celle qui ne disait rien ou si peu, mais dont le simple prénom faisait briller ses yeux autrement. Quand il parlait d'elle, c'était un autre homme qui apparaissait. Plus doux, plus fragile, moins en noir, il redevenait presque timide. Et moi, je voyais alors, derrière l'armure, derrière les punchlines et les lunettes fumées, l'amoureux, le vrai, celui qui tremble encore un peu quand il dit « Je t'aime ». C'était bouleversant, c'était beau, c'était inattendu. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il ne tendra plus son micro vers ceux qu'on n'écoute jamais. Il ne dira plus « Magnéto »,« Serge », mais il nous laisse un enseignement précieux. Un legs brûlant. Il nous a appris que la vérité est rugueuse, qu'elle gratte, qu'elle dérange, mais qu'elle éclaire. Dans un monde où tout est désormais calibré, filtré, retouché, photoshopé, il était ce grain de sable dans la mécanique, celui qui fait grincer, mais qui rappelle que l'humanité n'est jamais lisse. Ce soir, l'écran est noir, mais je l'entends encore. Sa voix, sa façon unique de s'adresser à nous, comme s'il nous connaissait, comme s'il nous regardait à travers l'écran. Et quelque part, au fond de moi, je souris, parce qu'il est encore là, bien vivant, dans nos mémoires. Pas comme un souvenir figé, mais comme une voix intérieure, une conscience ironique, une question qui revient sans cesse. Et toi, tu es vrai. Le plus troublant, c'est cette sensation étrange qu'il nous laisse derrière lui, une absence bavarde, une silhouette fantôme qui flotte au-dessus des plateaux aseptisés, une empreinte, invisible mais tenace. On pensait le connaître. On avait entendu toutes ces phrases chocs, ces interviews mémorables, ces silences trop lourds. Mais en réalité, on avait à peine effleuré l'homme derrière le mythe.
ce funambule d'émotions, ce mélancolique caché derrière l'arrogance apparente, ce romantique blessé qui utilisait la télé non pas pour s'imposer, mais pour chercher quelque chose de vrai, quelque chose de vivant. Lorsqu'il évoquait son enfance, il le faisait à demi-mot. Quelques allusions à la Creuse, cette terre rude où le silence est une langue maternelle. Puis l'Algérie, une autre mémoire, fragmentée, floue, entre le jasmin et les cris d'un monde colonial en train de s'effondrer. Ses racines l'ont formé. Elles ont forgé en lui une tension permanente entre deux pôles, l'intime et le spectaculaire, le murmure et le scandale. Peut-être est-ce pour cela qu'il comprenait si bien les extrêmes, qu'il savait parler aux fous comme aux sages, aux perdants comme aux puissants. Il n'y avait pas de hiérarchie avec lui. Il recevait tout le monde de la même manière, avec le même regard franc, la même volonté d'écouter. Même lorsqu'il se moquait, ce n'était jamais pour blesser, c'était pour révéler. Il dénudait, oui, mais avec pudeur. Il déshabillait les âmes, pas les égos, et il le faisait sans violence. Avec cette ironie douce, presque amoureuse. Il ne détruisait pas. Il offrait un miroir parfois cruel, mais toujours juste. Je repense à ces instants de silence, dans les coulisses. On dit qu'il était exigeant. Autoritaire, c'est vrai. Mais c'était un autoritarisme d'orfèvre. Il voulait que tout soit juste, que chaque plan dise quelque chose. Il détestait le vide. Il fuyait le creux. Et c'est pour ça que chaque détail comptait. Parce qu'il savait que le diable, comme le génie, est dans les détails. Et puis, il y avait le cinéma. Son amour immense, presque enfantin, pour les grandes figures de l'écran. Il parlait de Jean Gabin comme d'un frère d'âme, de Dalida comme d'une tragédie sacrée. Il aurait voulu tous les rencontrer. Il l'a fait à sa manière, avec ses mots, avec ses rêves, avec cette technologie qu'il a su apprivoiser pour offrir une deuxième voix à ceux qui l'admiraient. Ce n'était pas une coquetterie, c'était un geste d'amour, une manière de dire « Vous m'avez fait grandir, je vous rends la lumière ». Ah, son rapport à la mort m'a toujours intrigué. Il en parlait avec distance, avec une forme d'humour noir comme pour mieux la désamorcer. Mais je crois qu'il l'avait apprivoisée, longtemps, en silence, et qu'il préparait déjà son dernier plateau, cette émission rêvée, ce face-à-face ultime, sans artifice, sans vanité. Juste lui, face à lui-même. Il convoquait ses fantômes comme on rallume une vieille bougie dans une pièce assombrie par les années. Dans L'Homme en noir, ce livre à mi-chemin entre confession et cérémonie, il n'inventait pas des dialogues pour choquer. Il appelait à sa manière des présences familières. Jésus, Lady Di, Gainsbourg, Coluche et même Sainte Rita, cette figure qu'on invoque quand tout semble perdu. Ce n'était pas de la provocation, c'était du besoin. Le besoin profond d'un homme lucide de faire la paix, avec les absents, avec les vivants, avec lui-même. Le besoin de tendre la main une dernière fois à ceux qui l'avaient aimé ou confronté, mais toujours respecté. Il savait que son corps fatiguait. On le devinait dans les silences plus longs, les phrases plus posées. Il ne s'en cachait pas, mais il ne s'apitoyait jamais. Car il n'avait pas été conçu pour la retraite. Ce mot n'avait aucun sens dans son univers. Il aurait pu fuir vers une villa ensoleillée, se perdre dans les cocktails tièdes et les palmiers indolents. Mais non. Lui, il choisissait les studios mal éclairés, les débats chaotiques, les micros en tension. Il vivait dans le frottement des idées, dans le tumulte. C'est là qu'il trouvait son oxygène, c'est là qu'il brillait. Et pourtant, il avait une autre face, celle qu'on ne voyait qu'en coulisses. Un homme de silence, de tendresse rare, de lecture longue. Béatrice, son amour de toujours, le disait sans fanfare. Il pouvait passer des heures à relire Baudelaire, à contempler un coucher de soleil, à écouter du Bach les yeux fermés. C'était un homme rugueux dans la forme, mais tendre dans l'intime, fidèle, intense, incapable de tricher, que ce soit à l'écran ou dans la vie. Il n'était pas fait pour les demi-teintes, il aimait franchement jusqu'à l'os. Je repense à cette anecdote que m'a confiée un technicien de plateau. Un jour de tournage stressant, où tout semblait s'écrouler. Les invités absents, les délais dépassés, les visages crispés, et Thierry, calme, s'est levé, a baissé la lumière, lancé un morceau de Bach et soufflé « Respirez, on ne sauve pas des vies, mais on fait quelque chose d'important ». Cette phrase m'est restée. Elle dit tout de lui, du poète caché sous le producteur, de l'homme de télé qui croyait encore à la grâce. Aujourd'hui, je me demande, presque avec angoisse,
ce qu'il penserait de ce que les médias sont devenus. Cette boulimie de format vide, de contenu jetable, cette urgence permanente qui étouffe l'essentiel. Je crois qu'il serait triste. Il l'aurait dit d'un ton sec, sans détour, mais il ne se serait pas résigné. Il aurait inventé autre chose, un autre espace, un autre plateau. Il aurait réuni des artistes, des penseurs, des oubliés, des rêveurs, des paumés. Il aurait créé un monde, parce qu'il avait ce don rare de ne jamais copier, de toujours réinventer. Et c'est pour ça qu'il nous manque tant, parce qu'il laisse un vide intelligent, un vide exigeant, celui d'un homme qui avait défriché un chemin, ouvert une brèche, prouvé que la télévision pouvait être autre chose qu'un bruit de fond. Elle pouvait être un lieu de vérité, de risque, d'art même, dans ses meilleurs instants. Il ne faisait pas de la télé, il faisait avec la télé. Il la transformait, il la révélait à elle-même. On parle de légende, parfois à tort, mais lui, Thierry Ardisson, n'a pas seulement marqué son époque, il l'a façonnée, sculptée, il lui a donné une voix, une allure, un frisson, il lui a apporté ce noir lumineux qui fait surgir les vraies couleurs. Dans ce noir-là, il a planté des graines, de liberté, d'audace, d'insolence tendre. Il ne reviendra pas, c'est une certitude froide, mais il est encore là. Il vibre dans chaque question bien posée, dans chaque silence respecté, dans chaque tentative sincère d'aller plus loin que l'image. Il est dans ces vidéos qu'on regarde la nuit, seul, nostalgique, dans une réplique qu'on ressort entre amis, dans cette sensation qu'il nous a laissée, comme un parfum discret, mais tenace, celle d'avoir croisé un homme rare. Alors oui, merci. Merci pour les silences plus éloquents que des cris, pour la noirceur éclairante, pour l'impertinence sincère, pour l'élégance du regard, même quand il blessait, pour toutes ces fois où tu nous as fait penser, rire, pleurer, ou tout ça à la fois. Merci d'avoir été l'un de ceux qui n'ont jamais cessé de chercher l'humain, même dans le chaos. Et à vous, qui êtes encore là, à écouter, à lire, à regarder cette vidéo, ce n'est pas juste un adieu, c'est un passage de relais, une invitation, à poser de vraies questions, à refuser la tiédeur, à être entier, vrai, vibrant, à être comme lui des artisans d'émotion. Car Thierry Ardisson ne fut jamais qu'un homme en noir. Il était un homme en nuances, un homme en feu. Mais au fond, que reste-t-il d'un homme lorsque l'écran s'éteint, que le silence envahit le plateau et que le noir n'est plus un décor, mais une absence? Pour Thierry Ardisson, il ne reste pas qu'une œuvre ou des archives. Il reste une empreinte, brûlante, vivante. Une façon de manier la parole comme on manie une flamme, avec audace, avec tendresse, parfois avec brutalité. Il ne se contentait pas de parler, il transformait chaque mot en matière. Et cette matière, c'était nous, nos doutes, nos colères, nos désirs. Il nous renvoyait à nous-mêmes, souvent sans filtre. Ce qu'il laissait derrière lui n'était pas une image, c'était une secousse. J'ai souvent pensé que Thierry Ardisson n'était pas un animateur, il était un ébranleur. Il faisait tomber les murs, un à un, avec ces fameuses questions cons, qui n'étaient, au fond, que des questions essentielles. Il défiait les formats comme d'autres défient les dogmes. Il n'en avait rien à faire du bon goût s'il empêchait d'aller au fond des choses. Il voulait du vrai. Et il allait le chercher où peu osaient le regarder. Dans la zone grise, celle où le malaise côtoie la beauté, où l'on rit de ce qui fait mal, où l'on pleure en pleine lumière. Ce que j'ai toujours admiré chez lui, c'était cette capacité à faire de la télévision un lieu de friction et de grâce. Il refusait la mollesse, le consensus, le prévisible. Il bousculait les certitudes, mais sans jamais mépriser. Quand il vous fixait à travers l'écran, ce n'était pas un regard dominateur, c'était une invitation à penser plus loin, à sentir plus fort, à être vivant. Il ne cherchait pas à convaincre, il cherchait à réveiller. Et cette vibration-là, personne n'a jamais su la recréer. Certains se demandaient pourquoi il insistait tant sur les contradictions, les ambivalences, les zones d'inconfort. Moi, j'y ai vu une forme d'amour. Un amour rugueux, imparfait, mais profondément sincère. Il aimait les gens dans leur vérité nue, même ceux qu'il piégeait un peu, même ceux qui n'étaient pas prêts. Il aimait les émotions brutes. Il aimait l'inattendu. Il aimait quand ça débordait. Et c'est sans doute pour cela qu'il savait si bien écouter. Oui, écoutez. Ce paradoxe magnifique d'un homme qu'on disait verbeux, mais qui en réalité savait se taire pour capter l'essentiel.
Il entendait dans les silences ce que d'autres ratent dans les cris. Il savait que les confidences ne s'attrapent pas, elles se méritent. Et dans ses émissions, il créait cet espace rare où les masques tombaient, non pas parce qu'il les arrachait, mais parce qu'il donnait envie de les poser. Aujourd'hui, quand je tombe sur une archive de Tout le monde en parle ou de Salut les terriens, je ne regarde pas avec nostalgie, je regarde avec gratitude. Parce qu'il m'a appris quelque chose de fondamental. La parole n'est jamais neutre. Elle engage, elle révèle, elle crée du lien, ou du vide. Et chez lui, jamais de vide. Toujours du sens, même dans l'absurde, même dans la provocation. Il n'était pas là pour rassurer, il était là pour éveiller. Et cela, dans un paysage médiatique devenu si policé, si calculé, relève presque de l'héroïsme. On dit parfois qu'il était un ovni, je crois plutôt qu'il était un miroir, brut, tranchant, humain. Et quand je vois aujourd'hui ces adolescents découvrir ces émissions sur YouTube, rire de ses provocations, s'émouvoir de ses silences, je me dis que l'héritage est là, vivant, transmissible. Il ne s'est pas figé. Il circule, il inspire, il provoque encore. Parce que la vérité, quand elle est bien dite, ne se périme jamais. Son style, son ton, sa liberté manquent. Pas pour les imiter, pour nous rappeler que cette liberté, on peut encore l'incarner. Il suffit d'avoir le courage d'oser les silences, les angles morts, les questions qui grattent, le courage de croire que l'émotion n'est pas un danger, mais un chemin, que la complexité n'est pas un défaut, mais une richesse. Thierry Ardisson nous a appris que l'écran n'est pas un mur, c'est une porte, à condition d'avoir quelque chose d'humain à y faire passer. Et ce quelque chose, lui l'a donné. Inlassablement, amoureusement, même quand il ne le montrait pas. Il n'a jamais crié son amour du monde. Il l'a glissé, entre deux mots. Il l'a suggéré, entre deux regards. Il l'a incarné, chaque fois qu'il a allumé la lumière d'un plateau pour faire parler un être humain. Alors non, ce n'est pas du passé. Ce n'est pas une époque révolue. C'est un appel à continuer, à inventer, à déranger avec tendresse, à parler avec urgence, à vivre intensément. Et si cette voix s'est tue, elle continue de vibrer en nous. Parce qu'au fond, ce que Thierry Ardisson nous a transmis, c'est bien plus qu'un style. C'est une manière d'être au monde, d'oser questionner, de refuser la tiédeur, de parler vrai, même quand ça dérange. Si vous avez été touché, ému, bousculé par cet hommage, alors abonnez-vous à cette chaîne. Car ici, on continue de raconter ceux qui ont changé notre regard. On éclaire les visages derrière les écrans. Et surtout, on garde vivante la mémoire de ceux qui, comme Thierry, n'ont jamais eu peur du noir.